Alors maintenant, nous allons accueillir Marc Lafosse, qui est un des plus grands spécialistes français des énergies marines renouvelables, qui travaille à Bordeaux, qui a créé les énergies de la Lune. On se pose tous des tas de questions aujourd'hui sur les éoliennes, les hydroliennes, tout ce qui peut nous permettre de fournir de l'énergie. Marc. Et personne n'est mieux placé que Marc Lafosse pour nous en parler. On a de la chance de l'accueillir. Il n'est pas facile à avoir, il est rare. Et voilà, Marc, je te confie le micro et je te remercie d'être là. Merci pour ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour messieurs les maires de Cabreton et de Nazaré. J'imagine que vous vous posez plein de questions depuis ce matin avec ces très très belles images, ces très belles explications aussi du professeur du centre hydrographique du Portugal, pardon. Et certainement une question vient assez rapidement dans votre tête: est-ce qu'on peut capter cette énergie? Est-ce qu'on peut en faire autre chose que du surf, qui est déjà pas mal, ou du tourisme? Eh bien, la première réponse est que oui, on peut capter cette énergie pour produire l'énergie évidemment sans gaz à effet de serre, l'énergie renouvelable. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Donc je représente l'entreprise Énergie de la Lune. Nous sommes tout simplement bureau d'études en océanographie opérationnelle, dédié aux énergies marines renouvelables. Donc nous travaillons dans toutes ces énergies sur les sujets d'analyse de ressources, de capter ces ressources naturelles de l'océan pour produire l'énergie électrique, avec quelques sciences que l'on essaie de maîtriser en géophysique, en océanométéorologie et en acoustique. On écoute beaucoup ce qui se passe sous l'eau pour notamment faire des comptages de grands mammifères qui vivent sous l'eau. Et puis on fait un peu de stratégie. Et puis comme notre nom l'indique, on est un peu plus partisan d'une énergie plus que les autres, celle des courants marins, encouragée par la Lune, et évidemment le Soleil. Et de cette façon, on fait beaucoup de recherche et développement dans le domaine de l'hydrolien notamment. Et nous sommes très investis pour le développement des énergies renouvelables, puisque nous sommes adhérents du syndicat des énergies renouvelables, de l'Association européenne des énergies marines, qui œuvre aussi dans le sens du développement de ces nouvelles énergies. Et vous le comprendrez, en France, il est important d'être assez partisan pour ce sujet, puisqu'on est encore dans un monde très 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 dominé par le fossile et aussi par le nucléaire, notamment en France. Voilà. J'y reviendrai, parce que le maire tout à l'heure a fait une petite allusion avec le pape. On n'a pas eu de chance d'avoir le pape qui a soutenu les énergies marines renouvelables, mais peut-être que c'est un sujet qu'il faudrait creuser. Alors, les énergies marines renouvelables, pour commencer par cela, elles sont au nombre de 7. On peut capter l'énergie des océans grâce à 7 énergies. La plus intéressante et celle qui est le plus en lien aujourd'hui avec la thématique du jour et de cet après-midi, c'est évidemment l'énergie houlomotrice qui va s'appuyer sur les vagues. On va essayer de capter l'énergie des vagues. Il y a également l'énergie des courants, je viens d'en parler, c'est l'hydrolien. Également l'énergie qui va s'appuyer sur des gradients de température. On va pouvoir produire de l'énergie électrique à partir d'une température chaude en surface et froide en profondeur. Vous verrez comment on essaye de faire ce genre de choses. Il y a également l'énergie des marées, avec le marémoteur. J'imagine que tout le monde se rappelle de ce fameux barrage du côté de la Rance, en Bretagne Nord, qui est installé depuis 1966, qui se base sur le captage de cette puissante marée à cet endroit-là. Également l'osmotique, c'est le principe de l'osmose, qui va s'appuyer sur les gradients de salinité. Et puis le vent, comme l'a très bien dit Hugo tout à l'heure, le vent en mer, qui sera à partir d'éoliennes qui sont soit posées sur le fond de l'océan, soit flottant à la surface de nos mers. Donc je vais vous les détailler, mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel. Tout simplement vous rappeler que la France, c'est la deuxième zone maritime au monde, derrière celle des États-Unis. Donc il n'est pas quand même si con que ça, que de s'intéresser à ce que nous avons dans nos mers. On a cette chance-là, avec la France métropolitaine, bien sûr, mais aussi les territoires d'outre-mer, régions d'outre-mer, et notamment la Polynésie française, qui représente une richesse incroyable et une superficie extrêmement importante. Donc vous l'avez ici en bleu, vous la reconnaissez. Si vous superposez la carte de l'Europe en faisant correspondre Paris avec Papeete, si vous correspondez avec la carte de la Polynésie française, l'île la plus éloignée de cet énorme archipel
de Paris, ça correspond à la Norvège. Voilà la taille de la Polynésie française, la taille de l'espace français dans cet océan, à cet endroit-là, cet océan Pacifique, c'est aussi gros que l'Europe. Pour juste vous donner une dimension, ils ne s'en rendent pas bien compte en vivant à nos latitudes. Donc 12 000 km². Et pourquoi s'intéresser à ces énergies marines également? Ça, c'est une étude qui date de 2009. On s'est rendu compte à ce moment-là par le gouvernement mis en place que les énergies marines renouvelables correspondaient à la croisée de deux ambitions. L'ambition d'un potentiel naturel, évidemment, 12 000 km², c'est certainement là où il y a le plus d'énergie, et évidemment un potentiel de développement de marché, un potentiel industriel, un potentiel à faire des emplois français et à créer une industrie française. Ça, on s'en est rendu compte en 2009. Vous ne voyez pas là, il est marqué octobre 2009. Depuis, j'ai compté tout à l'heure, quand j'ai compté les interventions, on a eu 13 ministres de l'écologie et 9 ministres de l'énergie. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, dans notre métier, on essaie d'être un peu partisan, puisqu'aujourd'hui, en 2022, cette filière, avec l'éolien offshore qui se développe très rapidement en France, en ce moment, il y a eu 7500 emplois de créés en moins de 10 ans. Et que heureusement, ça commence à décoller, ça commence à se développer, mais qu'il est encore nécessaire de promouvoir ces nouvelles énergies et de pouvoir évidemment assurer une recherche et développement pour qu'elle s'accélère et qu'elle se passe dans les meilleures conditions, et évidemment dans les meilleures conditions d'impact environnemental dans la plus pure harmonie avec l'environnement océanique. Donc ces énergies que je viens vous citer, elles sont toutes à des degrés de maturité différents, ça c'est important. On ne va pas pouvoir comparer l'énergie osmotique avec l'énergie éolienne par exemple, puisque là les phases de développement de cette filière sont à des stades différents. Donc il y a des énergies qui sont très très proches du laboratoire, elles sont encore étudiées dans plein d'universités dans le monde, je pense notamment à l'osmotique, qui est ici en bas. Ensuite, l'étape d'après, c'est de pouvoir se tester à l'échelle naturelle, mais avec une seule machine, ce qu'on appelle un démonstrateur, ce que l'on va souvent tester sur les sites d'essai. Aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie de la houle. Et également, à côté, l'énergie thermique des mers. Je reconnais cette picto. Et puis ensuite, il y a l'étape d'après, la ferme pilote, où il y a 5, 6, 7 machines les unes à côté des autres. Et le fait de fonctionner les unes à côté des autres vont permettre encore d'accumuler de l'expérience en format ferme pilote pour ensuite passer dans la grande échelle, dans l'échelle commerciale où cette énergie est portée du point de vue financier, tout simplement par la revente de l'électron sur le réseau. Elle est d'une maturité à l'échelle commerciale. Donc vous avez la ferme pilote juste avant et le parc commercial. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a plutôt des parcs pilotes, des fermes pilotes pour des hydroliennes et des éoliennes flottantes. Il y en a pas mal en France. Et puis ensuite, il y a là donc la phase commerciale, avec notamment l'éolien posé, notamment, qui, à l'issue d'un appel d'offres, puisque c'est en général la nation qui exerce sa souveraineté en mer, et donc pour qu'on puisse installer ce type de parcs commerciaux en mer, il y a un appel d'offres auquel répondent les énergéticiens, les industriels, à l'issue de quoi il y en a un qui est sélectionné, qui peut exploiter cet environnement pendant 25-30 ans au large de nos côtes. Voilà. Également, avant de détailler ces énergies, je voulais juste vous faire un petit classement en termes de ressources. Il y a des ressources extrêmement importantes et des ressources beaucoup plus faibles. La plus faible étant l'énergie des courants, l'eau étant 800 fois plus dense que l'air. Quand il y a des zones avec des courants extrêmement forts, extrêmement intenses, sur des endroits assez peu nombreux sur la planète, où il y a une influence du plateau continental notamment. Donc on a une énergie qui correspond à 500 TWh, mais je pense que je ne vais pas trop vous assommer avec des chiffres, avec des terawatts, mais pensez bien que voilà, l'hydrolien c'est le plus petit de la bande en termes de ressources. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on doit passer à côté de cette énergie, puisque d'avoir plusieurs énergies sur un réseau électrique, ça permet d'avoir toujours un électron disponible, c'est ce fameux mix énergétique, et qu'évidemment avec 5 ou 6 énergies de la mer, vous avez largement d'autres énergies plus terrestres, plus solaires, vous avez de quoi fournir de l'électricité. Ensuite, vous avez l'énergie marémotrice. Au milieu, l'énergie de gradient de pression osmotique.
Et puis l'éolien offshore arrive en troisième position, l'éolien offshore posé et flottant, certainement avec une sous-estimation sur ce diagramme qui est donné par des chiffres de l'Association européenne des énergies marines. Et puis tout en haut, peut-être à la grande surprise de certains, en tout cas c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est l'énergie de la houle, l'énergie des vagues qui arrivent en premier. Et on a l'habitude de dire dans notre filière que si on équipait la totalité des littoraux de la planète, l'humanité pourrait avoir une énergie totalement produite en totalité par l'énergie de la houle. Tous ces besoins seraient portés par cette production. Donc évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux d'imaginer un équipement de la totalité des littoraux de notre planète, mais en tout cas, le besoin s'équilibrerait avec la ressource. Alors pour commencer, je vais juste parler de la vieille dame des énergies marines renouvelables, le marémoteur, dont vous vous en souvenez certainement pour la plupart. C'est tout simplement exploiter l'énergie potentielle qui va être stockée dans deux réservoirs qui seront séparés par un ouvrage d'art. Donc l'énergie potentielle, EPP, pour les cours de physique que j'en ai eu il y a quelques années, va s'accumuler derrière ce barrage. Donc il faut trouver un endroit où on peut barrer un estuaire, et dans ce cas-là, l'énergie qui va s'accumuler derrière va pouvoir passer dans une turbine, on va appeler ça un gros bulbe. Et quand la marée va s'inverser, cette énergie qui sera accumulée derrière ce barrage va s'évacuer par ce gros bulbe et produire de l'énergie électrique. C'est la fameuse usine marémotrice de la France, inaugurée par De Gaulle en 1966. Elle produit 240 MW et elle correspond à quasiment 60% des besoins électriques de la Bretagne. C'est quand même assez intéressant. Pardon, j'ai dit une petite bêtise. La France fournit un peu plus de 60% de production électrique de la Bretagne, ce qui produit que 5% de l'énergie qu'elle consomme. Ce type d'énergie est pour l'instant pas très développé dans le monde, pour le simple fait que cette énergie a un impact significatif sur l'environnement. Vous imaginez barrer un estuaire par un barrage, en termes d'impact sur la sédimentologie, sur la montaison et la dévalaison des poissons. On a pour l'instant pas beaucoup d'ouvrages assez comparables à la Rance. Il y en a peut-être un en Corée du Nord, mais c'est une énergie qui essaye de se trouver un nouvel élan. Et elle est en train de développer de nouvelles solutions avec des lagons artificiels. Il y en a notamment un qui est en prévision et en construction du côté de Swansea, dans le Pays de Galles, pour un lagon qui ferait 320 MW, et ce lagon laisserait des passes dans lesquelles il y aurait ces gros bulbes, de façon à capter cette énergie par tout simplement les phénomènes de marée qui remplissent ce lagon et qui le vident. Il y a très certainement des potentiels très significatifs sur le nord de notre pays, notamment du côté de ce qu'on appelle la Picardie et des Hauts-de-France, donc désormais, et des côtes normandes. Ensuite, je voulais vous parler de l'énergie osmotique. Donc cette énergie osmotique, elle va se baser sur un phénomène très simple, qui est l'osmose. Donc on va pouvoir produire de l'énergie électrique à partir de la différence de salinité entre une eau douce que l'on met dans un réservoir et une eau salée que l'on met dans un autre réservoir. Et ces deux réservoirs vont être séparés par une membrane semi-perméable. Cette membrane semi-perméable, elle va laisser passer des ions, elle va laisser passer les molécules d'eau, comme on le voit très bien sur le graphique. Le niveau est plus bas de ce côté-là que de celui-ci. Et ce transfert, ce passage au travers de cette membrane semi-perméable, elle va créer une surpression dans le fluide bleu. Et cette surpression de ce fluide bleu, par un système de pipe, de tuyauterie, elle va finir par arriver sur une turbine. Et cette turbine va produire l'énergie électrique. Les gros atouts, évidemment, c'est qu'on trouve toujours de l'eau douce, on trouve toujours de l'eau salée sur l'échelle de la planète, et qu'elle produit du coup de l'énergie renouvelable 100% du temps. Et c'est assez intéressant, évidemment, dans ce sens-là. Donc là, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des laboratoires. Les nations qui s'y intéressent le plus sont notamment la photo qu'on voit ici en bas, les Hollandais, qui ont cet avantage avec la mer de Baden d'avoir d'un côté de cette digue une eau salée et de l'autre côté une eau douce. Et ils sont en train de développer pas mal de choses de ce côté-là. Et nous avons appris récemment également que la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, pensait installer un démonstrateur avant la fin de l'année prochaine, du côté du delta du Rhône, du côté de Fosse-sur-Mer, pour y développer là aussi un démonstrateur, un premier prototype de
production de cette énergie. Une autre énergie que l'on connaît bien au Pays Basque grâce au casino de Biarritz notamment, et à sa piscine, c'est l'énergie thermique des mers ou la thalassothermie. Donc l'énergie thermique des mers, c'est tout simplement s'appuyer sur la différence de température entre une eau chaude en surface et une eau froide en profondeur. C'est évidemment plutôt une latitude assez éloignée de Cap-Breton, c'est plutôt latitude tropicale que l'on trouve ça. Il faut à peu près un delta de 21-22 degrés entre ces deux eaux. Et ce delta va passer ensuite dans un fluide qui va se vaporiser. Et cette vapeur va pouvoir entraîner une turbine et produire de l'énergie électrique qui sera donc du coup produite en mer. Là, vous avez des prototypes. Voilà, il faut bien comprendre que cette énergie serait produite à l'aplomb du pipe qui va chercher l'eau à 1000, 200 ou 800 mètres de profondeur, 4 degrés. Et par cette interaction, par l'intermédiaire d'échangeurs, il y aura cette production d'électricité qui sera ensuite réacheminée à terre par un câble électrique. Donc ça, c'est vraiment l'ETM, l'énergie thermique des mers, qui est encore plutôt au stade de démonstrateur, si d'essai, comme on disait tout à l'heure. Par contre, sa sœur jumelle, son autre énergie, qu'on appelle la thalassothermie, c'est tout simplement aller pomper de l'eau froide à une profondeur intéressante pour refroidir un bâtiment qui a des besoins de froid. Donc c'est typiquement, ce que je citais, le casino et la piscine de Biarritz qui arrive à compenser 30% de ses besoins grâce à une eau qui pompe pas très loin, à quelques degrés de moins, ce qui permet par l'intermédiaire d'échangeurs de produire un peu de froid. Il y a pas mal de villes en France qui s'en servent, ça va à Cherbourg, ça va à Dieppe, Marseille, Sète. Il y a pas mal de projets ici en région aussi qui pourraient se développer. Puis en région aussi ultramarine, c'est là que ça marche le mieux d'ailleurs. Bien évidemment, vous avez une couple là de l'hôpital de Saint-Pierre à La Réunion qui est en train d'installer son pipe. C'est en train d'être fait après de nombreuses études sur les bases et sur les comparaisons que l'on peut avoir en Polynésie française, à Papette, où le CHU de Papette a déjà cette technique depuis de nombreuses années qui fonctionne très bien. Ensuite, je vais vous parler de l'éolien de mer, qui soit posé ou flottant. Donc l'éolien, c'est tout simplement aller capter l'énergie cinétique du vent, que l'on va retrouver en mer. Étant donné que la mer est sans obstacle, le vent qu'on va pouvoir capter en mer est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus prédictible que celui qu'on a à terre. Ça, c'est un des fondamentaux de cette énergie. Et ensuite, l'aventure industrielle de l'éolien, c'est aussi le gigantisme, puisque ces éoliennes, elles ont pu grandir, elles ont pu augmenter leur voilure, avec notamment la longueur des pales qui a été largement allongée. Alors pour capter ce vent en mer, évidemment, il y a une solution qui est de se poser sur le fond des océans. Aujourd'hui, la filière mondiale réussit à faire ça dans des fonds qui sont au maximum à 70 mètres à peu près. Donc il y a 4 solutions. Soit on met ce qu'on appelle une fondation monopile, soit ensuite vous avez la tripile, qui est le tripode, pardon, qui est en métal, la tripile qui est en béton, ou bien la jaquette, qui est un peu la petite tour Eiffel qu'on met sous l'eau pour aller ensuite monter un mât. C'est souvent un mât qui fait à peu près 120 mètres de long, 120 mètres de haut, pour avoir ensuite une pale qui peut aller, en ce moment, c'est à peu près la tendance, aux alentours de 88 mètres. Donc, grâce à une pale de 88 mètres, vous avez des machines qui font aujourd'hui 10 à 15 mégawatts. C'est très probable qu'elles arrivent à faire des machines de 20 mégawatts et au-delà. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, puisque, pour comparer en nombre d'habitants, le projet d'Oléron, qui est au large de l'île d'Oléron, qui est en ce moment en appel d'offres, c'est 1000 mégawatts. Donc ça sera à peu près entre 60 et 80 éoliennes aux alentours de 2031-2032 pour leur installation. La production de ces 1000 mégawatts, ça correspond à 2 fois la consommation et les besoins du département de la Charente-Maritime. Voilà pour l'éolien. Donc la solution, c'est d'avoir des éoliennes qui sont les unes à côté des autres, comme on peut le voir sur cette photo. Tous les câbles sont raccordés à une multiprise, qu'on appelle une sous-station électrique, qui est un peu ça ressemble à un bâtiment, hein, ça fait 5 étages de haut, on peut y vivre, on peut y poser un hélicoptère, et à l'intérieur, il y a des éléments électrotechniques qui permettent de convertir l'énergie produite par ces éoliennes vers l'énergie
en général en courant continu, qui va être racheminé à terre. On redresse et on distribue. Voilà pour l'éolien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années? Tout simplement ce que vous expliquiez tout à l'heure, l'État qui exerce sa souveraineté en mer a lancé des appels d'offres. Les appels d'offres ont été gagnés pour certains, d'autres sont en cours. Donc on a des appels d'offres qui vont de Dunkerque jusqu'à Oléron sur la façade océanique et Manche. Et il y a également des appels d'offres qui sont sur la Méditerranée, mais ça concerne uniquement l'éolien flottant, puisqu'à cet endroit-là, le plateau continental chute très vite, et on dépasse très très largement et très très vite les 70 mètres, donc il fallait que les ingénieurs imaginent de nouvelles solutions pour aller dans des eaux plus profondes, parce qu'à cet endroit-là, comme tout le monde le sait, il y a des vents qui sont très intéressants, comme le Mistral ou la Tramontane, et c'est comme ça qu'est né l'éolien flottant. Il n'est pas né qu'en France, il est né à l'échelle mondiale. Vous avez ici une photo qui est au large du Portugal. Là aussi, le Portugal fait partie des nations les meilleures au monde, au large de Viana do Castelo, où vous avez cette machine qui est installée avec deux autres. C'est une petite ferme pilote qui tourne depuis de nombreuses années. Là aussi, il y a des vrais sujets de recherche et développement et beaucoup d'ingénieurs qui travaillent au design de ces flotteurs pour faire évoluer ces solutions et s'adapter le mieux possible à l'environnement. La première solution, c'est un spar, c'est un peu comme un iceberg. Il y a 2/3 de la partie qui est sous l'eau. Si vous avez un mât qui fait 100 mètres, vous avez 200 mètres sous l'eau. Ensuite, vous avez le semi-submersible, qui est la photo que l'on voit au large du Portugal. Une autre solution, c'est la barge. On a une au large du Croisic, en région de Pays de la Loire, depuis plus de 4 ans. Donc c'est tout simplement une solution en forme d'anneau qui flotte, et au milieu de laquelle, ou sur le côté de laquelle, il y a le mât avec sa nacelle et ses 3 pales. Et puis une autre solution qui est en train d'être installée en ce moment même au large de Fos-sur-Mer, avec des ancrages tendus et des amarrages évidemment au fond par des systèmes d'encre. Toujours pareil comme pour tout à l'heure sur l'ETM, l'énergie électrique est produite par la génératrice qui est en haut du mât. On va à la sous-station électrique et on retourne à terre. Vous avez ensuite un diagramme, un graphique avec les potentiels de cette énergie, qui sont évidemment très importants. C'est des grandes patates jaunes et oranges d'ailleurs. Et surtout, on voit que ces énergies sont très disponibles, sont très présentes, très au large du côte. Et donc, évidemment, la tendance aujourd'hui, c'est d'aller très au large pour aller chercher ces vents. Le gros avantage de cette filière, c'est qu'elle pourra simplifier les phases de construction. Une éolienne flottante, elle va être construite dans un port, avec des grues dans le port, et ensuite elle sera tractée. Grosse différence avec l'éolien posé que je vous présentais juste avant, où il faudra des grands bateaux, notamment des bateaux qui ont des pieds, et qui vont arriver jusqu'à la zone où ils vont installer ces machines, et monter sur les pieds pour pouvoir ensuite monter l'éolienne en hauteur. Et gros avantage, la capacité d'aller s'ancrer dans des zones très profondes. Tout à l'heure, vous voyez la bouée de votre organisme océanographique dans des eaux profondes de 1800 mètres. Ben, c'est tout à fait un objectif industriel qu'on soit capable, dans cette filière, de mettre des éoliennes avec 2000 mètres de fond. On pense par exemple à un potentiel gigantesque du côté de la Réunion, où là aussi, comme c'est une île volcanique, le plateau continental est inexistant et il faudra être capable d'aller mettre ces éoliennes ancrées dans certainement 2000 mètres de fond. Voilà, alors j'en viens au sujet du jour, l'énergie de la houle. Donc il peut couvrir les besoins de l'humanité, comme on l'a dit. Donc deux solutions, deux énergies qui seront captées. L'énergie potentielle qui est liée au déplacement vertical des particules d'eau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand le professeur l'a montré, où on voyait qu'au fond on pouvait capter encore ces influences de cette houle qui passe en surface, ou bien évidemment l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse de ces particules d'eau. Voilà, pour ce qui est du potentiel. En France, on considère là encore, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, que 95% pourraient être couverts par cette énergie. Donc là, il y a beaucoup de recherche et développement, vous l'avez compris tout à l'heure dans le diagramme du début. On peut capter cette énergie avec 4 grandes familles de houlomoteurs. Donc les systèmes atténuateurs qui vont être positionnés en surface, qui vont produire de l'énergie électrique à chaque fois qu'il y a un train de houle qui va passer sur cette espèce de flotteur.
Autre solution, les systèmes absorbeurs, où là la bouée sera fixe et va pouvoir pilonner à chaque train de houle qui lui passe dessus. Ensuite, un autre système qui va avoir une sorte de culbuto à l'intérieur du flotteur quand le train de houle va l'activer, va l'incliner. Et puis enfin, le système à oscillation immergée, c'est un système un peu comme si c'était une porte qu'on pose au fond de l'océan, qui reviendra un peu plus tard. Et également, ce sont plutôt des houlomoteurs que l'on met au large, des houlomoteurs offshore. Et ensuite, on a des houlomoteurs que l'on appelle à la côte. Et notamment ce que l'on peut créer quand on crée une digue en forçant une vague à pénétrer dans la digue pour pouvoir y produire de l'énergie électrique avec un petit orifice. Voilà. Alors je vais les détailler parce que c'était quand même le sujet du jour. Voici les atténuateurs. Là encore une technologie portugaise qui a été testée à Guaçaburo il y a quelques années, qui n'a pas forcément très bien marché. Elle a enclenché quand même une grande famille et une grande communauté de scientifiques pour travailler dans ce sens. C'est le Pélamis, le serpent des mers. Donc le système est tout simplement, à chaque fois qu'il y a un mouvement de houle, vous avez un système de tuyauterie avec de l'huile qui va être mise sous pression, un fluide sous pression. Et ce fluide sous pression, il va atterrir tout simplement dans une génératrice. Et cette génératrice, par un système de bobinage, va produire de l'énergie électrique. Alors le gros problème de cette énergie, sa spécificité, c'est qu'elle doit être parfaitement perpendiculaire au train de houle, et que, comme vous le savez, il y a des statistiques, puis de temps en temps il y a des tempêtes, il y a des houles qui ont une incidence un peu différente, et si la technologie n'est pas prête à s'incliner d'une façon différente, eh bien elle casse. C'est ce qui s'est passé pour cette technologie. Elle s'est retrouvée sur la plage un matin, donc elle a continué à améliorer notamment des pistons, des systèmes entre chacun des wagons qui puissent justement capter quelques degrés d'incidence. Et ils sont en train encore de développer cette machine. Une autre solution, c'est la bouée absorbante qui, elle, peut capter vraiment la totalité de 360 degrés de houle incidente. Et grâce à ce piston, elle pourra produire de l'énergie électrique, là encore racheminée à terre par un câble électrique. Là, je vous ai montré trois solutions. Celle-ci avait été étudiée à Santonia, sur les côtes nord espagnoles. Et puis on a aussi Seabased, qui elle, s'intéresse à un endroit au large de Biarritz, dont je vais vous parler un petit peu après. Également, le système à oscillation verticale. Donc, vous imaginez un culbuto à l'intérieur du flotteur qui va se mettre en mouvement. Et ce mouvement est récupéré là encore par les fluides pour produire l'énergie électrique. Ou bien celle-ci, qui est une technologie bordelaise qui s'appelle Seaturns, qui a été installée la semaine dernière au large du site d'Ifremer à Sainte-Anne-du-Portsic, au nord de Brest, et qui fonctionne par des systèmes de correspondance de volume d'eau qui se mettent en pression à l'intérieur de cette espèce de cumulus, et qui, au bout de ces chambres où l'eau se bouge avec la vague, arrive à comprimer de l'air, et au bout de cette compression d'air, il y a une turbine qui va produire l'énergie électrique. J'espère que j'ai été clair. Donc imaginez-vous évidemment ce prototype. Donc ça, c'est la photo qui date de la semaine dernière. Donc là, vous avez le boulet de Brest. Donc elle fait 6 mètres de long. Ils font leur première expérience, et évidemment, dans un temps futur, on imagine ça sous forme de plusieurs machines, donc une ferme commerciale qui serait alignée les unes par rapport aux autres avec des ancrages qui seraient mutualisés et qui permettraient évidemment de produire cette énergie grâce au train de houle au large d'une côte d'une quinzaine de kilomètres par exemple. Autre technologie, là encore, qui a été testée au Portugal, pas loin de Nazaré, à Peniche, c'est Wave Roller. On l'a vu tout à l'heure sur la carte, c'est légèrement au sud de Nazaré. Donc celle-ci, c'est tout simplement une porte qui va se mettre en battement. Ça a été inventé par un plongeur qui était tombé sur une épave qui était couchée sur son flanc. Et la porte qui permettait au pilote d'aller sur sa passerelle était en mouvement à chaque fois qu'il y avait un train de houle qui passait à la surface. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens. Et c'est comme ça qu'est née cette grande famille de houlomoteurs où il y a certainement
des milliers de gens aujourd'hui à l'échelle de la planète qui travaillent dans ce sens. Vous avez Wave Roller qui a été installé pendant 3 ans à Peniche, et puis vous avez également Aquamarine, ça vous donne un peu l'échelle de la taille des bonhommes, qui est quand même assez incroyable. Cette espèce de gros moule à gaufre qui a été testé du côté de l'Écosse. Dernière solution pour capter l'énergie des vagues, forcer la vague à rentrer dans une chambre de capture en béton quand on crée une digue. Donc vous avez la vague qui va rentrer ici, elle va donc être comprimée, et cette compression va comprimer de l'air qui va sortir de là par un seul orifice sur lequel on peut mettre une turbine. C'est un peu l'effet du souffleur, réinventé pour produire l'énergie électrique. Et là aussi, vous avez une très belle installation qui marche depuis une dizaine d'années du côté de Moutricou, au Pays Basque espagnol, où il y a une digue qui devait faire 300 mètres. Et en reconstruisant cette digue pour protéger le port de pêche, il y a eu une belle initiative de l'EVE, et donc Tabasco de la Neria, c'est l'équivalent de l'ADEME au Pays Basque espagnol, qui a eu l'opportunité, avec Voigt Aero, de construire cette installation de 300 kW qui fonctionne toujours et qui demande à trouver d'autres endroits sur la planète pour produire de l'énergie de cette façon. Enfin, je l'ai mis dans la même catégorie parce que ça y ressemble, c'est protéique. C'est ce démonstrateur qui est ici, en fait, à côté de Skitters depuis quelques jours, qui est à Sainte-Anne-des-Portiques, sur la concession d'Ifremer, et qui capte cette énergie par tout simplement un système de clapet qui vient prendre des vagues qui déferlent sur la digue. Et il sera bientôt installé à la fin de l'année prochaine du côté de la baie d'Audierne en Bretagne. Voilà. Pour finir, je vais vous parler d'hydrolien, qui est tout simplement l'énergie qui va capter les courants de marée, donc on va capter l'énergie cinétique, qui sera ensuite transformée en énergie électrique à partir d'un alternateur qui sera immergé. Il y a un potentiel, je vous l'ai dit, assez centralisé sur des zones où il y a des plateaux continentaux qui ont une influence significative, des rétrécissements, des détroits. Donc vous les voyez là sur les points rouges. En France, c'est 5 gigawatts, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Ça se concentre plutôt principalement en Normandie, entre la péninsule de Cotentin et les îles anglo-normandes, sur un courant qu'on appelle le rat blanchard, qui est assez connu. Certains peut-être voient-le dans cette salle le connaissent. Et puis de l'autre côté du trottoir, chez les anglo-saxons, chez le Royaume-Uni, il y a encore 13 gigawatts. Donc il y a quand même une opportunité de créer une filière française pour aller développer ces technologies qui sont invisibles à la surface, évidemment, et surtout prédictibles. On est capable de prédire les marées à 1000 ans d'avance, donc c'est un atout. Quand vous savez que votre réseau va appeler une grosse consommation, parce que c'est le 24 décembre à 18h et que tout le monde veut mettre la dinde au four, ou le chapon. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir s'appuyer sur ces énergies renouvelables, mais prédictibles. Alors on ne s'y trompe pas, hein, ce n'est pas une énergie potentielle, et que je vous expliquais tout à l'heure, le PP, derrière un barrage, c'est bien l'énergie cinétique qui va passer au travers la turbine. C'est un peu une éolienne que l'on met sous l'eau, tout simplement, c'est une éolienne super haute. Alors là aussi, c'est parti en termes de diversité de technologies, il y en a à peu près 150, même au-delà, 150 différentes dans le monde, et des brevets qui sont développés par des industriels ou des universités. Donc vous avez 5 grandes catégories. La technologie à flux transverse, qu'on va appeler aussi la technologie axe vertical. Donc le courant arrive comme ça et ça va tourner dans ce sens-là. La flux axial ou technologie à axe horizontal, c'est l'éolienne sous l'eau. On a également des hydrofoils oscillants, donc de pouvoir immerger une pièce qui est légèrement asymétrique et qui va créer des systèmes de vortex sous la pale, un peu comme une aile d'avion qui va se mettre en mouvement. C'est aussi un peu le biolumitisme de la caudale du poisson. Et puis, on met dans autre avec cette technologie qui a été testée en Écosse il n'y a pas très longtemps, donc une sorte de vis sans fin, ou bien le cerf-volant. Je vais vous détailler. Alors, toutes ces technologies, il faut bien qu'elles soient fixées dans les pires endroits du monde, là où il y a les courants les plus forts. Pour faire un peu de physique, la formule de production électrique, la vitesse est au cube. C'est évidemment la vitesse qu'il faut d'abord regarder, et donc trouver des endroits où les courants dépassent les 2 mètres secondes. 2 mètres secondes, ça commence à être solide. Donc on les fixe soit par en base gravitaire, donc on fixe
au fond la machine avec un système qui est extrêmement lourd, en général c'est des embases gravitaires qui partagent le béton et le métal, soit par un système de monopieux, on commence à voir apparaître ça. Parfois ces technologies sont flottantes, je vais vous en montrer une qui est certainement la technologie qui produit aujourd'hui le plus d'électrons sur le réseau. Les ailes à portance variable, c'est le fameux cerf-volant, ou bien aussi des démonstrations qui sont faites sur des piles de pont. Vous avez en bas des technologies françaises. Celle-ci a été testée au pied du Pont-Pierre à Bordeaux, et on voit là l'image de l'inauguration où la machine faisait 4 mètres, elle a été suspendue sous une barge, et cette machine est restée là pour se tester pendant plus d'1 an. C'est l'objet d'ailleurs de ce site d'essai. À droite, vous avez au milieu la technologie Sabella qui a été immergée à proximité de l'île de Ouessant pour tout suffire de cette île. Et alors, il en faudra d'autres, mais c'est l'objectif. Et puis la troisième, c'est une machine qui a été immergée dans la ria d'Etel en Bretagne. Voilà pour ces technologies à axe vertical. Et pour l'axe horizontal, ici, donc, on voit la Sabella et d'autres technologies. Donc voilà cette technologie assez incroyable qui est dans les îles écossaises, au niveau des îles Orcades en ce moment. Donc le système est tout simplement 2 ailes que l'on peut remonter à la surface pour la maintenance, ou bien les immerger, et ces 2 ailes, elles ont au bout des pales qui font à peu près 8 mètres de diamètre, 8 mètres de rayon, et elles sont en fonctionnement depuis 2 ans. Donc elle a fourni, c'est la technologie qui est la plus performante au monde à l'heure actuelle. Elle vient de gagner un appel d'offres actuellement en Écosse et se multipliera au nombre de 6 pour faire une petite ferme pilote. Ici, vous avez une technologie qui a été immergée dans le East River à New York pendant des années, et puis celle-ci qui vise, elle aussi, à se mettre dans les eaux françaises du Rat-Blanchard. Elle est actuellement à l'est de l'Angleterre. Les flux transverses, donc vous revoyez la photo de Bordeaux, une autre photo à Bordeaux qui a été testée il n'y a encore pas très longtemps d'une technologie canadienne et hollandaise. Et puis celle-ci a fait des grands, elle est devenue beaucoup plus grande. Celle-ci faisait 4 mètres de diamètre, faisait 80 kW. Elle est ensuite allée se tester sur un site à Paimpol-Brouwer en Bretagne Nord. Elle faisait à ce moment-là 16 mètres de diamètre. Elle faisait 1000 kW. Et elle vise cette ferme pilote qui a été retenue par l'État, financée par l'État français et l'ADEME pour faire 2500 kW. Donc en à peu près 5 ans, cette technologie est passée de 80 kW à 2500 kW. Et en phase commerciale, si on a la chance d'avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route énergétique française, qui est en train d'être débattue en ce moment même au Sénat et à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine, si on a la chance d'avoir des objectifs industriels, on est sur des prévisions qui voient un avenir à 5000 kW pour cette technologie. Donc elle sera passée à un peu moins de 10 ans, de 80 kW à 5000, de 4 mètres à 17 mètres de diamètre. Gros avantage, gros atout de cet axe vertical, si vous vous mettez dans un cube et que vous regardez ce que la surface balayée par un rectangle et la surface balayée par un rond, c'est évidemment que le rectangle balaye un peu plus que le rond, donc elle capte mieux les courants. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, l'eau étant 800 fois plus dense que l'air, évidemment tout ce qui est capté est intéressant. Je finis avec les hydrofoils oscillants, avec des technologies assez étonnantes, souvent basées sur le biomimétisme. Celle-ci, par exemple, qui est la technologie de Hill, c'est, son nom indique en anglais, Hill, c'est l'anguille. C'est un mouvement de caudale qui est capté par des membranes qui se mettent en mouvement, et chacune des membranes est reliée par un système de piston. Et c'est ce mouvement de piston en avant, en arrière, qui va produire de l'énergie électrique au niveau de sa génération. Et enfin, les deux fantasques, le cerf-volant de Milesto, une technologie suédoise, notamment beaucoup soutenue par le motoriste Saab, qui va produire de l'énergie grâce à une petite turbine, pas petite, qui est quand même là, qui est suspendue sous cette espèce d'avion, sous ce cerf-volant. Et ce cerf-volant, il va prendre une vitesse importante dans ses virages, beaucoup plus importante. C'est cette vitesse d'accélération qui permet de capter encore plus d'énergie. Et ce mouvement, évidemment, induit par le courant océanique qui
présent dans la zone où elle est installée. Donc là, il y a eu pas mal de tests, on a failli la tester aussi en France, mais ça ne s'est pas fait. Et ça se fait en ce moment aux îles Féroé, où il y a 2 démonstrateurs d'une centaine de kilowatts. Et pour terminer, la vis sans fin des Norvégiens, qui s'appelle Fluid, voilà, qui a été installé dans un site d'essai au niveau des îles Orcades en Écosse, au nord de l'Écosse. Et donc ce système voilà, se met en mouvement grâce au courant qui arrive à peu près à 45 degrés sur la vis sans fin et qui a l'énorme atout de pouvoir se retourner en fonction du retournement de la marée. Voilà ce que je voulais vous présenter pour vous montrer la richesse de cette filière et de ces énergies d'avenir. Pour vous dire aussi que non loin d'ici, on a travaillé pendant 3 ans sur un projet qui est au large de Biarritz et d'Anglette, avec le concours de l'agglomération basque et de la région Nouvelle-Aquitaine, et qu'on a identifié une zone qui pourrait accueillir une ferme pilote à 8 km au large, et que cette zone est en ce moment en train d'être étudiée pour trouver une suite, trouver une ferme pilote, pour trouver une technologie qui serait intéressée par venir se tester à cet endroit-là. On voit qu'il y a une influence significative des canyons sur la puissance de ces vagues, à la fois à Nazaré et à la fois ici, et qu'évidemment, une solution d'énergie de la houle à proximité de Cabreton, ou large de Cabreton, ou à proximité de cette côte serait très intéressante. En tout cas, c'est dans ce sens que la région Nouvelle-Aquitaine a identifié plutôt les courants dans les estuaires, le vent du côté d'Oléron, et puis plutôt l'énergie de la houle dans le sud de cette région. Voilà, merci pour votre attention.